Bonjour, responsabilité pénale, chiffre renseignement de l'Observatoire de la SMACL. Alors, en matière de responsabilité, si on veut schématiser à très grands traits, il faut toujours distinguer, d'une part, qui indemnise la victime. Et là, c'est la responsabilité civile, c'est la responsabilité administrative. Dans les affaires pénales, c'est une quote-part de ce qui est porté, par exemple, par la constitution de partie civile. C'est presque toujours à la personne publique d'indemniser quand il y a de tels dommages et qu'il y a un lien avec le service. Pour résumer, ce qui donne lieu à au moins 3 séances de TD à la fac, oui, je sais. Et puis, il faut distinguer ceci donc de qui paye sa dette à la société. Et là, c'est le pénal, même si le pénal ne se résume pas à ça, bien sûr. Et là, c'est presque toujours la personne physique qui va payer. Et à ceci s'ajoute la responsabilité financière et parfois la responsabilité disciplinaire. Alors, ceci est très schématique, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais oui, globalement, il faut distinguer la responsabilité pénale de la question indemnitaire. Et on n'a pas les mêmes conséquences en matière d'assurance, de juge compétent et de procédure. Nous sommes là, en pratique, sur des choses subtiles où même beaucoup de praticiens s'en mêlent les pinceaux. Une autre distinction s'impose lorsqu'on zoome avant sur la question propre au pénal. Il faut distinguer les infractions dites involontaires des infractions dites volontaires. Si on commence par les infractions dites volontaires, il y en a plein et chacune nécessite une connaissance et pour le quotidien des mesures de prudence spécifiques. Dans des dossiers précédents, on a vu ensemble en vidéo ce qu'il fallait appréhender en matière de favoritisme ou de prise illégale d'intérêt, dont l'infraction qui a été modifiée récemment, mais il y a aussi la concussion, le pantouflage, le recel d'abus de biens sociaux pour quand on reçoit un cadeau, toute une série de délits en matière de traitement automatisé de données, de liberté ou de violation de secret, le harcèlement, en expansion, injure, diffamation et quelques infractions associées, outrage, la mise en danger d'autrui quand on va délibérément violer une règle de sécurité, un grand classique pour notamment les ralentisseurs au sol ou certains équipements sportifs, parfois des infractions de coups et blessures ou d'atteinte au bien-être animal, pollution, infractions en matière d'urbanisme, non je t'ai plus. Et à côté de ça, il y a les infractions involontaires, qui en pratique sont surtout des homicides et blessures par imprudence et certains cas de pollution. Et là, on a, depuis la loi du 10 juillet 2000, loi Fauchon, une grille de lecture. Soit je suis la cause directe du préjudice, et on va regarder si j'ai conduit directement à ce préjudice, et donc dans ces cas-là, est-ce que mon comportement a été standard ou pas, et sinon je serai censuré. Si je suis en causalité indirecte du préjudice, on va distinguer. Je suis la cause indirecte du préjudice, mais est-ce que j'ai violé de manière délibérée, manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi et le règlement? C'est-à-dire que ce n'est pas l'ensemble des normes qui sont concernées, seules celles qui sont prévues par la loi et le règlement. Et là, on va avoir, même chose, une condamnation si je sors de ce que sera considéré par le juge comme un comportement standard. Si en revanche, je ne suis pas une cause directe et que je n'ai pas violé de manière délibérée une règle de sécurité ou de prudence fixée par le règlement, alors je pourrais dire, dans ces cas-là, je ne serai condamné que si j'ai fait une faute caractérisée. Bien. Cela conduit, en pratique, au quotidien, à identifier la dangerosité et donc le niveau de prudence, de vigilance qu'il faut avoir pour tout. Je veux dire, est-ce que je vais mettre une barrière de sécurité autour de la mare aux canards dans les parcs et jardins de la ville? Quid des risques quand je vais par exemple avoir des équipes qui vont manier des activités potentiellement dangereuses comme en matière de déchets ménagers ou d'assainissement collectif. Idem pour ce qui est des mesures de prudence que l'on va appliquer en matière, j'en sais rien moi, de normes de sécurité, d'eau potable, de tel ou tel type de masque quand nous en manquions en 2000, etc., etc. On va distinguer cause directe, cause indirecte, est-ce que j'ai une norme identifiée ou pas, pour calibrer la prudence au quotidien. Sur toutes ces questions de responsabilité pénale, tous les ans sort un rapport extrêmement précieux avec des analyses, des chiffres et beaucoup de jurisprudence fait par l'Observatoire de la SMACL. Le rapport 2021 a été diffusé là, donc en janvier 2022, et il est très riche et en téléchargement libre et gratuit, donc je vous invite à le télécharger ou à le consulter. Sur tout ceci, j'ai voulu poser quelques questions à monsieur Luc Brunet, qui est responsable de cet observatoire. Bonjour cher monsieur. Bonjour maître. Première question, quelles sont les grandes évolutions statistiques que vous constatez à l'observatoire ?
nous constatons depuis le début de nos observations que les élus la responsabilité pénale des élus est en hausse de manière générale depuis 1995. Nous avons enregistré sur la mandature 2014-2020 1846 élus qui ont été poursuivis, contre 1300 sur la mandature précédente, soit une hausse de 42%. Donc la tendance n'est pas à la baisse, elle est à la hausse. Néanmoins, il y a un signe encourageant, c'est que depuis 2016, il y a une baisse que nous constatons, baisse qui ne s'est pas démentie au cours de l'année 2020, année 2020 qui était un peu charnière, puisqu'il y a eu la crise sanitaire et plus l'année électorale. Or, nous avions constaté en 2014 un pic que nous n'avons pas retrouvé en 2020, et malgré en plus le contexte sanitaire que nous connaissons. Donc c'est encourageant, et les premières tendances que nous avons pour 2020-2026, les estimations qui restent à consolider, confirmeraient cette baisse. Nous estimons que sur la mandature 2020-2026, il y aurait une baisse de 15%, mais qui reste effectivement à confirmer. Alors sur les cadres territoriaux, il y a une hausse aussi, mais elle est moins marquée que pour les élus locaux. Et là aussi, depuis 2016, nous constatons la même baisse. Donc c'est pareil que pour les élus locaux, mais de manière générale, les fonctionnaires territoriaux sont moins exposés au risque pénal que ne le sont les élus locaux. Le taux de mise en cause pénale, toute infraction confondue pour les élus, est de 0,319%, alors que pour les fonctionnaires, il est de 0,046%, donc beaucoup moins marqué. Et dans quel domaine trouvez-vous le plus de différence entre responsabilité pénale des agents et responsabilité pénale des élus? J'imagine que la prise illégale d'intérêt en est un élément déterminant. Alors, cette différence, elle est surtout marquée en matière de diffamation. Ah oui. Diffamation, puisque les atteintes à l'honneur, ce sont les élus locaux qui sont les plus exposés. Après, effectivement, vous avez raison, sur la prise illégale d'intérêt, les élus sont plus exposés aussi que les fonctionnaires territoriaux. Par contre, d'une manière générale, sur les manquements devant probité, les fonctionnaires territoriaux vont aussi être impactés. C'est le premier motif de mise en cause des fonctionnaires territoriaux comme des élus locaux, puisqu'on va retrouver aussi toutes les infractions, notamment délits de favoritisme. Abordons le cas des infractions de négligence ou d'imprudence. Vous constatez un tassement globalement, je crois, c'est ça ? Depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000, on avait constaté effectivement que cette loi avait amorti un peu le nombre de poursuites. En 95-2001, on avait recensé 52 élus poursuivis. En 2001-2008, 63. Mais après 2008-2014, on avait recensé une baisse, 38 élus poursuivis. En 2014-2020, on est retombé sur les nombres de condamnations qu'on avait avant l'adoption de la loi. Par contre, en termes de condamnation, on s'aperçoit que la loi a vraiment joué un rôle d'amortisseur, et en termes de condamnation, ça a été divisé à peu près par 2 par rapport à ce que nous constations avant l'adoption de la loi. Et pour les fonctionnaires territoriaux, c'est aussi à la baisse, de manière peut-être un peu moins marquée. Votre dernier rapport constatait un quadruplement, en gros une décennie, des mises en examen et une stabilité des condamnations. Qu'en est-il maintenant dans votre dernier rapport ? Alors le nombre de condamnations, pour l'instant, si vous voulez, nos chiffres ne sont pas encore consolidés. Sur la mandature 2014-2020, toutes les procédures qui ont été engagées au cours de cette mandature ne sont pas encore achevées. Globalement, ce que l'on peut retenir, et c'est pareil pour les fonctionnaires territoriaux que pour les élus locaux, c'est qu'en moyenne, 40% des élus locaux ou des fonctionnaires territoriaux qui sont poursuivis sont au final condamnés. Donc ça veut dire que 60% bénéficient au final d'une décision qui leur est favorable. Donc les chiffres de condamnation que nous mettons dans notre rapport sur la mandature 2014-2020 vont nécessairement encore évoluer à la hausse. Et pour aboutir, grosso modo, si la moyenne est respectée, que nous constatons depuis le début, sur une moyenne de 60% des élus et des fonctionnaires qui bénéficieront au final d'une décision qui leur est favorable, d'où le nécessaire respect du principe de la présomption d'innocence. Et quelles sont les grandes tendances que vous constatez pour les infractions dites volontaires ?
Donc sur les manquements de devoir de probité, il y a une légère hausse par rapport à la mandature précédente de 8,5%. Mais c'est pas là où il y a eu la plus forte hausse. La plus forte hausse en matière d'infraction dite intentionnelle, c'est en matière de diffamation. Le contentieux des atteintes à l'honneur est en explosion. On a constaté une hausse de 100% par rapport à la précédente mandature. Donc là, on peut penser que les réseaux sociaux ont contribué à cette hausse-là. Après, on trouve en numéro 3 sur le podium des élus locaux tout ce qui concerne ce qu'on appelle les atteintes à la dignité. Donc on va retrouver les injures, mais aussi tout ce qui est toute la problématique du harcèlement moral et des discriminations. Donc ça, c'est le podium des infractions imputées aux élus locaux, c'est ça, c'est en poursuite, c'est probité, honneur et dignité. Et en condamnation, il y a une petite nuance. On retrouve les atteintes à la probité en premier, les atteintes à l'honneur en deuxième, et en 3 arrivent les atteintes à la confiance, tout ce qui concerne les faux en écriture. Donc, qui sont souvent des infractions connexes au manquement de devoir de probité. Et pour finir, avez-vous quelques conseils à prodiguer ? Sur les conflits d'intérêts, il faut être particulièrement vigilant. C'est vraiment une zone sur laquelle les élus doivent être particulièrement vigilants. Et je renvoie sur le rapport à un interview croisée qu'on a fait de plusieurs avocats, dont vous, sur la prise illégale d'intérêt, parce que c'est vraiment une zone sur laquelle les élus doivent être particulièrement vigilants. Il y a des conseils pratiques que vous donnez à ce titre-là. Et donc là, oui, j'invite les élus vraiment à être très vigilant sur cette infraction parce qu'on peut se faire piéger très facilement. Donc bien penser à identifier les différentes zones de conflit d'intérêts et à prendre les bonnes dispositions en se déportant lorsque effectivement on est concerné. Eh bien merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, maître. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.